Ce témoignage prosopographique, comme on dit, qui aurait vocation à, à un témoignage historique comparatif des ethnologues aujourd'hui, de ma génération, de la génération avant. Bon, comme je l'ai expliqué durant cet entretien, il y a cette rencontre avec des lieux et aussi bon, des gens remarquables dans les îles et sur un plan universitaire, académique, avec des professionnels remarquables, hein. Bon, si on n'avait que des enseignants somnifères, on n'avancerait pas, hein. Bon, donc, et ces professionnels remarquables sont dans des institutions, hein. Et pour ma part, l'institution qui a contribué à me propulser est le Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, euh, euh, dit en diminutif CREDO, unité mixte de recherche numéro 7308. Bon, qui dépend du CNRS, de l'École des hautes études en sciences sociales et de Aix-Marseille Université. Alors, ce laboratoire a quelque chose de particulier puisqu'il a été fondé par Maurice Godelier, illustre anthropologue et océaniste français, et bon, ça donne toujours voilà, une certaine patine, tout comme le laboratoire d'anthropologie sociale était le laboratoire de Claude Lévi-Strauss, le laboratoire d'éthologie et de sociologie comparative était le laboratoire d'Éric de Dampierre, le fondateur, et voilà Maurice Godelier. Même si dans les faits, c'est Pierre Lemonnier et Serge Cherkesov qui se sont surtout occupés de monter ce premier et seul labo spécialisé sur le Pacifique en Europe. Il y en a eu d'autres, ils n'existent plus, comme quoi les choses sont sérieuses et importantes. Bon, alors, comment dire, c'est toute une logistique, c'est toute une histoire aussi qui permet à une institution de vous venir en aide. Moi, quand j'ai commencé mes études laboratoires, tout ça, ça restait très flou, jusqu'à ce que justement on me donne des moyens de travailler, des moyens de rencontrer mes collègues à l'étranger, en Australie, aux États-Unis, de participer à des colloques, de monter des colloques, même des congrès aujourd'hui. Bon, tout ça ne peut se faire sans une logique, une infrastructure institutionnelle. Or, étant de nature très indépendante, euh, en ayant eu affaire à des enseignants à l'époque qui tantôt rejetaient tout l'aspect institutionnel en disant bon voilà tout ça c'est de la croûte administrative c'est tout, et d'autres qui disaient mais non, il faut jouer ce jeu de l'institutionnel et du collectif. Bien bon, je suis extrêmement reconnaissant au Credo, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous voyez, c'est comme dans une équipe de sport. Bon, moi, je continuais à jouer assez perso. Ça me donnait des résultats. Des fois, j'avais des regrets de ne pas travailler en équipe avec des archéologues, des linguistes, etc. Mais bon, j'y trouvais largement mon compte. Et bon, on est, pour ainsi dire, jamais si bien servi que par soi-même. Mais vint un jour où mes collègues m'ont sollicité parce que tout le monde avait euh, pris sa place déjà comme directeur d'unité. Et
on m'a fait comprendre que mon tour était venu. Euh, alors j'étais bien embêté parce que on m'a parfois considéré un peu comme un peu casse-pied, grande gueule, etc. Et je leur disais non, mais bon, voilà, je sais pas si je suis fait pour ça. Oui, oui, mais tu as l'expérience et puis tu es un pilier historique du laboratoire. Ça fait 20 ans que tu es là maintenant, puisque j'ai pris mes fonctions de directeur d'unité en 2020, juste avant le Covid. Bon. Et là, ce fut une révélation de me mettre au service du collectif et de travailler pour le collectif. Ça vous ouvre encore une toute autre dimension dans vos recherches, dans la mesure où il ne s'agit plus de vos résultats, mais véritablement de mettre un pied à l'étrier à des politiques de la recherche. Donc, moi, j'ai travaillé sur les politiques de la tradition, de la culture, et là, tout d'un coup, je me vois engouffré dans ces politiques de la recherche. En fait, politique de la recherche, ça correspond à quoi? Ça correspond que vous êtes témoin en coulisses qu'il est possible que il ne s'agit pas d'être fataliste. On peut, à des moments, faire basculer les choses dans une direction ou dans une autre. Que même si 80% du temps, on travaille en vain, on n'obtient pas les postes qu'on demande, les recrutements, on n'obtient pas les financements pour lesquels on a déposé des candidatures et qui ne sont pas pour vous, mais pour des jeunes qui cherchent à intégrer la boutique. Hein, bon. Et donc là, vous mesurez toute la responsabilité. Et vous voyez à un niveau hiérarchique, comment ça se passe, où c'est un monde vraiment très politique, où cette sphère supérieure est en lien direct avec les autorités publiques, hein, les décideurs. Et là, bon, bah, vous gagnez aussi en citoyenneté. Vous dites, mais attendez, mes impôts, ils doivent servir à quoi, hein? Bon, bon, moi, je suis un peu antimilitariste primaire. Bon, il faut une armée, ça, mais est-ce que c'est pas préférable d'empêcher les guerres en investissant davantage dans les sciences sociales? Puis après, bah, vous entendez le discours public, sciences sociales, c'est expliqué, mais c'est déjà justifié, l'injustifiable. Voilà, bon, que toutes ces sornettes des gens qui dirigent sans avoir la connaissance du terrain. Hein. Et c'est là où vous voyez la force. Bon, Bourdieu avait raison, sociologie, sport de combat, ou il y a la connaissance de terrain vous permet vraiment ensuite de rentrer dans une vision comparative qui vous permet de voir les choses comme on dit en anglais euh, euh, bottom-up et non pas top-down. Hein. On voit les choses depuis les grassroots, les petites gens, l'homme du commun, et on se rend mieux compte des véritables enjeux. Bon, donc j'ai assumé ces fonctions dans un laboratoire euh, réputé. Hein, j'ai pu accroître encore mon réseau de relations. Et puis, bon, à l'étranger, on a l'impression que, voilà, vous êtes directeur, alors ça y est, vous êtes au firmament du truc. Pas du tout, hein. Pour 300 euros de plus par mois, vous tapez le double du boulot. Mais en fait, vous apercevez que c'est plus difficile de vous critiquer parce que vous êtes au service du collectif. Et là, aujourd'hui, la situation devient tellement drastique au niveau budgétaire en France, au niveau politique, que ce sont véritablement la possibilité de continuer à mener des recherches en sciences sociales sur le Pacifique qui est menacée. Et donc là, vous travaillez vraiment pour une bonne cause, à savoir sauver les meubles, quoi, et faire en sorte que la passion qui vous a animé et qui vous a permis d'avoir une belle vie, hein, bon, euh,
eh ben vous puissiez encore, que la possibilité puisse encore exister pour les suivants, pour des jeunes doctorants, pour vos propres enfants. Les miens, aujourd'hui, ont 20 et 24 ans, font des études aussi, ont déjà fait l'aîné a déjà fait du terrain à Vanuatu, sur les questions environnementales et démographiques. Bon, laissez cette possibilité-là et qu'on arrête de nous dire ça coûte cher. Trouver des solutions, ça coûte cher. Les régler à coup de bombe, ça coûte cher aussi, ça coûte encore plus cher. Donc voilà, j'ai pris mes fonctions aussi à une période très difficile, celle du Covid. Mais néanmoins, comment dire, bon, les résultats sont là. Là, je peux pas être jugé parti. Les situations sont vraiment trop brûlantes pour savoir quel sera l'avenir exactement institutionnel, quoi. Bon, mais néanmoins, là aussi, bon, côté un petit peu cocorico quand même. La France n'a jamais démérité dans ce champ de la recherche, des sciences sociales. Sur le Pacifique. On cherche aussi maintenant à former autant que possible des gens du Pacifique, quelle que soit leur couleur de peau, leurs origines, mais qui vivent là-bas, qui sont nés là-bas, des Kanaks, des Vanuatais, des Polynésiens, pour que eux-mêmes prennent en charge aussi euh, voilà, euh, la vision qu'ils ont de leur histoire, de leur société, de leur culture, même si ça n'empêche que l'importance de l'altérité demeure et que, il est bon qu'ils viennent aussi faire des recherches ici, en France hexagonale, en Europe. Vous voyez, là, j'essaie absolument de pousser des étudiants pour qu'ils fassent des recherches sur les gens du Pacifique installés dans le sud de la France, où je vis. Il y en a plein, parce qu'ils vont à l'armée de terre, parce qu'ils vont à l'université, parce qu'ils se marient, etc., quoi. Moi, dans mon petit coin de Provence, quand je vais à la rivière l'été, on se croirait des fois dans le Pacifique. Vous avez des Wallisiens, des Polynésiens, des Kanaks, ça fait des barbecues, ça danse, ça joue du ukulélé. Bon, ça serait passionnant de savoir comment ces pacificiens, ces insulaires du Pacifique, francophones, vivent ici, quoi. Et souvent en bons termes. Voilà, des migrants bienvenus, hein. On aime bien les gens, on revient un peu aux nobles sauvages, le Polynésien, etc., quoi. Bon, pas le mauvais qui vient de la Méditerranée. Bon, bon. Bref, c'est intéressant. Euh, Comment dire, donc, voilà, je vais encore finir pendant 2, 3 ans ces fonctions en espérant avoir obtenu les meilleurs résultats possibles. Voilà, tout en sachant que on n'est pas maître des choses et qu'on a fait au mieux. Mais en tout cas, ça vous permet de dire, j'ai travaillé pour moi, j'ai travaillé pour le collectif, je travaille pour la transmission. Il est temps pour moi aussi maintenant de laisser un peu des fois l'habit, le costume du chercheur pour celui de l'enseignant. Mais bon, le système en France est compliqué aussi pour enseigner. Mais bon, je m'y attelle. Je prépare mon habilitation à diriger des recherches. Et alors, peut-être que c'est là-dessus que je vais boucler la boucle dans la mesure où, comment dire, j'ai hâte quand même de revenir à mes recherches que je poursuis, évidemment, mais à 50% seulement de mon temps. Le reste, c'est soit pour le collectif. De revenir à vraiment, donc pas les, bon, j'ai 57 ans, j'ai encore 10 ans à faire. J'ai tas de choses à faire, mais maintenant, c'est quand même les œuvres maîtresses qui vont sortir. L'habilitation à diriger des recherches n'est que une nouvelle façon d'appeler ce qui était avant le doctorat d'État. Bon. Et parmi mes ambitions intellectuelles et mes capacités, c'est pas juste vouloir, mais avoir les matériaux pour le faire, c'est de contribuer à
a dépassé ce clivage Mélanésie-Polynésie, ou même Micronésie, imposé par le colonisateur, qui certes a été repris aujourd'hui par les gens eux-mêmes dans le Pacifique, qui se voient plus mélanésiens, polynésiens, bon, mais qui n'a aucune raison objective. Or, il se trouve que Vanuatu a vraiment été un carrefour au moment du peuplement du Pacifique et notamment de la progression des populations dites de langue lapita. Bon. Et puis il y a ce retour polynésien pour lequel Vanuatu a été un des carrefours aussi. Donc on parle des outliers océaniens. Des outliers polynésiens hors de de Polynésie et qui bordent quelques grandes îles de la Mélanésie ou voire de la Micronésie. Donc il y en a une vingtaine et au sud de Vanuatu, à côté de Tana, il y en a deux, Aniwa et Futuna, qui sont des tout petits îlots, mais dont l'histoire et la culture est riche. Et en fait, ce que m'ont appris ces micro-sociétés, c'est qu'en fait, elles étaient au cœur de ce que les gens de Tana, hein, très fiers, très insularistes, et qui sont un peu aussi à la conquête de l'État-nation de Vanuatu, parce que leur démographie est forte maintenant, leur éducation, ils investissent toujours plus dans l'éducation. Bon. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que ce qui est au cœur de la culture et de la coutume si fortement affirmée des gens de Tana vient en fait de l'extérieur, vient des Polynésiens. Mais ça va chercher très loin. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ce qui est cérémoniel, hiérarchique, le cochon, le kava, etc. Tout ce qui est vraiment fait le cœur de la coutume de Tana, en fait, vient des autres. Bon, j'ai des éléments pour le démontrer, hein, sinon je. Et les copains à Tana, ils sont pas contents quand on dit ça, parce qu'ils disent toujours, ah non, tout vient de nous. Toujours ce centrisme insulariste, quoi. Mais ils reconnaissent que, évidemment, les autres, quand même, n'y sont pas pour rien, quoi. Bon. Et en fait, mon mémoire de HDR risque de s'intituler Tradition et révolution. Parce que je considère que il n'y a pas seulement eu du changement culturel drastique dans la période coloniale et postcoloniale, mais qu'en en fait, il y a eu des ruptures très sévères, des révolutions culturelles dans la période précoloniale. Alors, pas à la même échelle que d'ordinaire, là où on emploie les termes de révolution, révolution paléolithique, néolithique, industrielle, ou etc. Mais néanmoins, des ruptures absolument et des bouleversements. Donc, révolution au sens limite astronomique, enfin cosmologique du terme, hein, quoi. Bon. Et en fait, ça explique aussi un certain nombre de choses qui se sont passées par la suite. C'est-à-dire que les Polynésiens, quand ils sont arrivés à Tana, la petite île à côté, ils ont doucement colonisé, mais ils ont colonisé intellectuellement. Ils n'avaient pas les moyens de coloniser physiquement. Et puis c'est surtout à la recherche de femmes aussi, parce que c'est des petits groupes avec peu de femmes, donc tout ça a influé énormément. Et comment dire, par la suite, les mouvements millénaristes comme John Frum à Tana est sans doute lié à cette capacité de s'adapter par rapport à des transformations culturelles majeures. Et on s'est dit, ah bah là, attendez, ces missionnaires-là, c'est un peu comme les Polynésiens, ils ont des tas de choses à nous apprendre, là, ils ont plus un truc un peu bizarre, là, l'écriture, des livres, etc. Bon, ils ont aussi ce truc un peu dangereux, là, les fusils, et puis l'autre truc, là, qui fait rigoler, l'alcool, mais qui, bon, bref, mais ils se sont aperçus que c'était pas du tout comme ça, que c'était pas des insulaires, qu'ils n'avaient pas toute cette diplomatie qu'on pouvait avoir quand on se pointait dans une île où il y avait des dizaines de milliers d'habitants et qu'on était un petit groupe et qu'on voulait essayer de vivre en paix et d'échanger et d'obtenir des ressources, tu vois. Bon. Donc il y a toute cette dimension-là sur l'identité si forte de telle culture, bah, en fait, elle vient d'ailleurs, hein, quoi. Et elle est toujours venue d'ailleurs, hein, à travers l'immigration, etc. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que des choses qui sont encore vivantes à Tana, à savoir ce que je pourrais qualifier de
de démocratie du Nakama. Alors, le Nakama est cette place centrale où seraient tous les problèmes du village, mais qui est aussi la place cérémonielle, la place du kava. Enfin, le Nakama est un fait social total en soi, hein, qui permet de comprendre au plus juste la société dans toute sa complexité et le réseau de liens qu'il y a entre ces différents nakamas, donc des sociétés de réseau. Et alors, en fait, le nakamal, ou Yimiaïn, Imaron, dans les langues de Tana, ressemble, mais vraiment à s'y méprendre, à ce qui est le marae polynésien, qu'on trouve à Futuna sur la même forme que les marae des îles sous le vent ou d'ailleurs. À Niwa, il n'y a pas ces structures mégalithiques, mais je veux dire, c'est véritablement la logique institutionnelle du Nakama qui a été reprise à Tana. Et ce qui fait que il faut, dans les sciences sociales, se montrer à un moment donné un peu spéculatif. Il ne s'agit pas de délirer, mais d'émettre des hypothèses qui peuvent s'avérer probables, même si on a du mal à vraiment en avoir la vérification absolue et définitive. Et donc, en revenant sur Tana, sur ce que ces outliers polynésiens ont apporté à Tana, on peut essayer, dans une logique là, de reconstitution, d'approcher, de mieux comprendre ce qu'a été le rôle du Marae comme place sociétale majeure dans les cultures de Polynésie. Voilà. Mais ça demande vraiment beaucoup de travail, surtout qu'il y a eu beaucoup de recherches archéologiques ces dernières années, notamment à Vanuatu, avec le Lapita, etc., recherches linguistiques, etc. Donc, il s'agit de recouper toutes ces informations. Mais là où je me dis que je peux mieux faire, c'est ça qui est pour moi d'ailleurs la force de l'ethnologie ou de l'anthropologie de terrain, c'est cette richesse invraisemblable et cette résilience incroyable qu'a la tradition orale, qu'on méprise aujourd'hui. Oui, mes professeurs en coutume à Tana me disaient déjà il y a 20 ans, mais regardez, vous les Blancs, hein, le jour où vous avez une panne d'électricité, là, vos bécanes qui vous servent de mémoire, là, c'est terminé. Alors que nous, on saura toujours transmettre, etc., quoi. Bon. Donc ça, c'est un élément essentiel qui l'emporte sur l'archéo et sur toutes les datations que vous pouvez faire, et y compris aujourd'hui sur les questions d'ADN, hein, parce que c'est bien gentil. On peut voir des pures races partout maintenant, voilà. Mais tout ça n'a de sens que par rapport à la cohésion que les gens en donnent d'eux-mêmes, donnent de leur devenir dans le monde. Je pense que c'est ça comme disait Arthur Maurice Hocquart, grand auteur anthropologie, euh, euh, les sociétés savent comment elles s'élèvent, elles se complexifient et comment elles atteignent aussi un point où elles se brûlent. Mais bon, c'est là où et la limite néanmoins, hein, c'est que personne ne sait comment ça va finir exactement. On peut se douter que si un dingue appuie sur le bouton pour vitrifier la planète, ça ne sera pas par hasard, ça ne sera pas du docteur Folamour, mais on ne peut pas dire exactement comment ça va devenir, quoi. Mais on peut quand même, selon les régions, dire, bah voilà, eux là, leur enjeu c'est ça, et bah, dans le Pacifique, hein, et je crois que j'en finirai là-dessus parce que le problème est loin d'être résolu et il est entier et il est massif. C'est cette question environnementale. Donc, dans mon anthropologie du fait politique contemporain, aujourd'hui, je vais aussi tout faire pour amener derrière moi des anthropologues de la jeune génération pour travailler massivement sur que, quelles sont les hypothèses et quelles sont les solutions ou les non-solutions.